Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de fleurs. Oui, vous m'avez bien entendu, de fleurs. Mais attention, pas n'importe lesquelles. On va parler d'une fleur qui a coûté aussi cher qu'un hôtel particulier sur les canaux d'Amsterdam. On va parler de ruines, de suicides et de la toute première fois où l'humanité a complètement perdu la tête pour de l'argent facile. Thomas, tu es prêt à nous emmener en Hollande ? Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je suis plus que prêt. J'ai même mis mes sabots pour l'occasion. Parce que oui, l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, c'est la matrice. C'est l'histoire originelle. Si vous voulez comprendre pourquoi votre cousin a perdu ses économies dans un NFT de singe qui s'ennuie, ou pourquoi le Bitcoin fait des montagnes russes, il faut absolument comprendre ce qui s'est passé à Amsterdam en 1636. C'est ce qu'on appelle la tulipomanie. Et franchement Thomas, quand j'ai lu tes notes, j'ai cru à une blague. C'est réel cette histoire d'échange contre un château ? C'est tout ce qu'il y a de plus réel. Pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est au XVIIe siècle, aux Pays-Bas. C'est le siècle d'or. Les Hollandais sont les maîtres du monde. Ils ont la compagnie des Indes orientales, ils ramènent des épices, de la soie, ils sont immensément riches. Et au milieu de tout ça, arrive une petite fleur venue de l'Empire ottoman, la tulipe. D'accord, donc c'est une nouveauté exotique, un peu comme le dernier iPhone ou une nouvelle technologie. Exactement. Au début, c'est juste un truc de botaniste ou de riche aristocrate. C'est beau, c'est rare, mais il se passe quelque chose de bizarre avec les tulipes. Certaines d'entre elles, au lieu d'être d'une couleur unie, se mettent à avoir des rayures, des flammes de couleurs vives, du rouge sur du blanc, du violet sur du jaune. C'est magnifique, c'est unique. On sait aujourd'hui que c'était causé par un virus, le virus de la mosaïque, transmis par des pucerons. Mais à l'époque, ils pensaient que c'était magique ou divin. Donc la rareté crée la demande. Jusque-là, c'est du commerce classique. Oui, mais ça dérape en 1634. La demande devient telle que tout le monde veut sa part du gâteau. Et quand je dis tout le monde, Sarah, c'est tout le monde. Le boulanger, le ramoneur, la servante. Les prix commencent à grimper. Et là, on entre dans la phase de folie pure. Parlons du Saint Graal, le bulbe qui s'appelait Semper Augustus. Semper Augustus, ça sonne impérial. C'était l'empereur des bulbes. Imagine une tulipe blanche avec des flammes rouge sang qui remontent le long des pétales. Il y en avait peut-être une douzaine dans tout le pays. En 1636, un seul bulbe de Semper Augustus s'est vendu pour, accroche-toi bien, 10 000 florins. Et pour ceux qui ne payent pas en florins du XVIIe siècle, ça représente quoi ? Pour te donner une idée, le salaire annuel d'un artisan qualifié, un charpentier par exemple, c'était environ 150 florins. Donc un seul oignon de fleurs valait 3 vies de travail. Avec 10 000 florins, tu pouvais t'acheter une des plus belles maisons sur le canal le plus chic d'Amsterdam, avec le jardin et les écuries, pour un bulbe. Un truc que tu plantes dans la terre et qui peut pourrir s'il pleut trop. C'est hallucinant. J'ai lu quelque part qu'il y avait une liste précise de biens échangés contre un bulbe. C'est vrai ? Oui, c'est une anecdote célèbre qui a été retrouvée dans les archives. Pour un bulbe d'une variété un peu moins prestigieuse, le Viceroy, quelqu'un a payé ceci. 2 charges de blé, 4 charges de seigle, 4 bœufs gras, 8 porcs, 12 moutons, 2 tonneaux de vin, 4 tonneaux de bière, 2 tonnes de beurre, 1000 livres de fromage, un lit complet, des vêtements et une coupe en argent. Tout ça pour une fleur. Mais Thomas, comment on en arrive là ? Je veux dire, ces gens n'étaient pas stupides, c'était des commerçants avisés. C'est quoi le mécanisme psychologique qui fait qu'on accepte d'échanger sa maison contre une plante ? C'est là qu'on rentre dans la deuxième partie de notre histoire, le mécanisme. En économie, on appelle ça la théorie du plus grand fou. J'adore ce nom. Explique-nous ça. C'est très simple. Tu achètes quelque chose non pas parce que tu penses que ça vaut ce prix-là, ni parce que tu veux l'utiliser. Tu sais pertinemment que payer le prix d'un château pour une tulipe, c'est idiot. Mais tu l'achètes quand même. Pourquoi ? Parce que tu es persuadé qu'il existe quelque part un plus grand fou que toi qui te la rachètera encore plus cher demain matin. Donc la valeur réelle de l'objet, son utilité, on s'en fiche complètement. Totalement déconnecté. C'est de la spéculation pure. Et le pire, c'est que pour faciliter ça, ils ont inventé un système financier redoutable. Parce que les tulipes, ça ne fleurit qu'au printemps. On ne peut déterrer les bulbes qu'en été. Mais on est en plein hiver 1636. Alors qu'est-ce qu'ils s'échangent ? Ils ne s'échangent pas des fleurs. Ils s'échangent des bouts de papier, des contrats à terme. Ah, comme à la bourse aujourd'hui. On vend ce qu'on ne possède pas encore. Exactement. Ça se passait dans les arrière-salles des tavernes. On appelait ça le commerce du vent. Il y avait de l'alcool, de la fumée, de l'euphorie. Les gens signaient des contrats promettant d'acheter un bulbe 6 mois plus tard à un prix exorbitant, en espérant revendre ce contrat le lendemain avec un profit. Certains contrats changeaient de main 10 fois dans la même journée. Le bulbe, lui, il était toujours tranquillement sous terre, il n'avait pas bougé. C'est le FOMO avant l'heure, Fear of Missing Out. Si mon voisin le boucher vient de gagner en 2 jours ce que je gagne en 10 ans, je me sens obligée d'y aller aussi. C'est exactement ça. La cupidité est un moteur surpuissant.
Quand tu vois des gens médiocres devenir riches sans effort, ton cerveau rationnel se déconnecte. Tu te dis « pourquoi pas moi ?» Et c'est là que le piège se referme. Parce que mathématiquement, à un moment donné, tu arrives au bout de la chaîne. Et il n'y a plus de plus grand fou. Et c'est là que tout s'effondre. Le krach. Février 1637. Oui, c'était un mardi, je crois. À Haarlem, une ville à côté d'Amsterdam. Une vente aux enchères habituelle. Le commissaire-priseur propose un lot de bulbes. Il annonce un prix. Silence. Personne ne lève la main. Il baisse le prix. Toujours rien. Il baisse encore. Et là, un murmure parcourt la salle. Les regards s'échangent. La réalisation soudaine que le roi est nu. C'est la panique. En quelques heures, la nouvelle se répand dans toutes les provinces unies. Il n'y a plus d'acheteurs. Et quand il n'y a plus d'acheteurs dans un marché spéculatif, le prix ne baisse pas doucement. Il tombe à zéro, verticalement. Imaginez la scène. Vous avez un contrat dans votre poche qui disait hier que vous étiez riche, que vous pouviez prendre votre retraite, et aujourd'hui, ce papier ne vaut même pas l'encre avec laquelle il est écrit. Et pire, vous avez des dettes, parce que vous avez emprunté pour acheter ce papier. C'était le chaos. Les vendeurs de bulbes poursuivaient les acheteurs en justice pour qu'ils honorent leur contrat. Les acheteurs disaient « je n'ai pas l'argent et de toute façon je ne veux plus de cette tulipe ». Les tribunaux étaient débordés. Le gouvernement a dû intervenir pour annuler la plupart des dettes, en disant grosso modo « c'était des paris de jeu, débrouillez-vous ». Des milliers de gens ont été ruinés. C'est tragique. On parle même de suicide dans les canaux, même si les historiens disent que c'est peut-être un peu exagéré par la légende. Mais l'impact social a dû être dévastateur. L'impact psychologique surtout. La confiance était brisée. Mais tu sais Sarah, ce qui est le plus fascinant pour moi en tant qu'historien de l'économie, ce n'est pas ce qui s'est passé en 1637, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la partie miroir de notre discussion. Oui, parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression de lire les gros titres de l'année dernière sur les crypto-monnaies ou les NFT. Mais c'est la même chose. Regarde les NFT, ces images numériques certifiées sur la blockchain. En 2021, des gens ont acheté des images de cailloux, littéralement des dessins de pierre, les Ether Rocks, pour des centaines de milliers de dollars. Pourquoi ? Pas parce qu'ils aiment les dessins de cailloux, mais parce qu'ils pensaient qu'un autre fou l'achètera plus cher. Ou le Dogecoin, une crypto-monnaie créée comme une blague, basée sur un mème de chien, qui atteint une capitalisation de plusieurs milliards juste parce qu'Elon Musk a tweeté dessus. C'est le Semper Augustus moderne. La technologie change, on passe du bulbe à la blockchain. Mais le logiciel humain, lui, n'a pas eu de mise à jour depuis le XVIIe siècle. On a les mêmes bugs, l'avidité, la peur de manquer le train et l'illusion collective. Quand tout le monde croit que quelque chose a de la valeur, ça a de la valeur, jusqu'à ce que tout le monde arrête d'y croire en même temps. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est totalement inutile ? Après tout, sa tulipe est restée un symbole des Pays-Bas. Il y a une vraie industrie de la fleur aujourd'hui. C'est une excellente remarque. Après le krach, les tulipes n'ont pas disparu. Elles sont juste revenues à leur valeur fondamentale. Une jolie fleur qui décore un jardin. Pareil pour Internet après la bulle de 2000. Amazon a survécu, Pets.com a disparu. Pour les cryptos, Elias se croit pareil. Une fois que la spéculation délirante sera purgée, il restera les vrais usages. Mais entre-temps, beaucoup de gens vont se brûler les ailes. Donc, si on doit retenir une leçon de la tulipomanie pour nos auditeurs qui seraient tentés d'investir leurs économies dans le dernier coin à la mode. La leçon est simple. Demandez-vous toujours ce que vous achetez. Est-ce que vous achetez une valeur productive, quelque chose qui crée de la richesse, ou est-ce que vous achetez l'espoir de revendre plus cher à quelqu'un d'autre ? Si la réponse est la deuxième option, vous n'êtes pas un investisseur. Vous êtes un joueur de casino à Amsterdam en 1636. Et n'oubliez jamais, quand votre chauffeur de taxi ou votre coiffeur commence à vous donner des conseils pour acheter des cryptos, c'est que le sommet de la bulle est atteint. C'est le signal qu'il faut vendre. L'histoire ne se répète pas, elle rime. Merci beaucoup Thomas pour ce voyage fascinant. Merci Sarah, et attention aux tulipes. C'est noté. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour décrypter une autre folie de l'histoire économique. D'ici là, gardez la tête froide. À bientôt.